Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Labs et consacré à la suite NIC Collection 4, quatrième du nom. Ce soir, on va voir plus particulièrement Vivezza 3 et ColorFX Pro ensemble ou séparément, et puis évidemment on va revenir sur le flux de travail avec les applications hautes et on va faire quelques traitements sur les images que vous voyez à l'écran où je vous emmènerai dans ces logiciels pour vous montrer exactement ce qu'on peut faire avec et comment combiner les corrections, quel est le flux de travail à suivre. Et ça vous donnera une bonne idée, si vous ne connaissez pas très bien la NIC Collection, ça vous donnera une bonne idée de son fonctionnement général. Donc, je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur, traducteur et photographe indépendant et je collabore avec DxO depuis une dizaine d'années maintenant, notamment pour la rédaction des guides utilisateurs. Alors, comme pour les webinaires précédent, je rappelle que dans la collection, dans le menu aide, vous pouvez accéder à un guide qui explore d'ailleurs tous les flux de travail avec Photoshop, avec Lightroom, avec Photolab et également Affinity Photo. Et vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions éventuelles, ainsi que la présentation détaillée des outils et de leur fonctionnement, bien évidemment. J'aimerais également rapidement présenter DxO Labs, donc, qui est une entreprise française spécialisée dans le logiciel photo, qui est connue pour son expertise dans le domaine de la correction optique logicielle et également dans les algorithmes de traitement de bruit. Pour ceux qui utilisent DxO Photolab, vous savez que Deep Prime fait vraiment des choses assez stupéfiantes de ce point de vue-là. Et DxO basé près de Paris, est également maintenant le propriétaire de la NIC Collection depuis quelques années et que le travail continue donc pour faire évoluer cette suite de logiciels et un travail assez important d'ailleurs, puisque DxO a commencé la refonte des programmes du point de vue interface et en ajoutant des outils issus de technologies DxO, comme vous verrez avec Vivezza 3 par exemple, et petit à petit, les différents modules seront modernisés. Donc c'est un chantier de longue haleine, mais DxO est vraiment travaille vraiment beaucoup dessus et il y aura encore à l'avenir beaucoup de bonnes surprises et de belles nouveautés. Alors, la NIC Collection, maintenant vous voyez à l'écran, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de programmes qui ont une tâche spécifique. Alors, une partie de ces programmes permettent la correction des images et l'autre partie permet du traitement créatif des images. C'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs. Et si vous partez d'une application haute comme DxO Photolab, qui communique très bien avec la NIC Collection, vous savez que vous avez un bouton NIC Collection ici en bas à droite. Et si vous cliquez dessus, vous affichez un secteur de plugins, vous allez trouver la liste des différents plugins qui composent la NIC Collection. Donc, vous avez Analog FX Pro, pour rappel, qui simule un petit peu le rendu d'appareils photo anciens. Vous avez ColorFX Pro 4 qu'on va voir ce soir, qui permet d'appliquer des rendus créatifs en couleur. Define, qui est plutôt spécialisé dans le traitement de bruit. HDRFX Pro, comme le nom vous l'indique, qui permet de faire de la fusion HDR avec, malgré son âge, avec des outils qui sont extrêmement performants et toujours à la hauteur. On a également les modules Sharpener Pro qui permettent d'accentuer la netteté des images, notamment en fonction des documents ou des exigences par rapport aux documents que vous voulez produire ou imprimer. FX, qui est le petit dernier, qui reprend en fait les outils de DxO Viewpoint, qui est un logiciel de correction géométrique, c'est-à-dire qu'on va corriger la perspective et un certain nombre d'autres choses. Vous avez Vivezza 3 qui permet de corriger la tonalité, la couleur, comme on va le voir également tout à l'heure, et vous avez le très populaire Silverlight
Effect Pro, donc cette version 3, qu'on ne verra pas ce soir, et qui, lui, est un monument dans le traitement du noir et blanc. Alors, pour accéder à ces différents modules, je vais vous faire partir du mode de fonctionnement du flux de travail avec les applications hautes. Donc d'abord avec DxO Photolab et ensuite je vais vous montrer ce qui se passe dans Lightroom. Alors je sais que certains d'entre vous connaissent déjà cela, mais dans l'assistance, il y a forcément des gens qui ne connaissent pas le produit ou des produits, donc je tiens toujours à récapituler cette partie de l'utilisation des logiciels. Donc ici, on est dans XO Photolab, on a un fichier RAW qui est sélectionné. Et bien évidemment, quand vous êtes dans un éditeur de fichiers RAW, ce que vous allez faire avant de l'envoyer dans la Nik Collection, vous allez traiter l'image tout simplement avec toutes les corrections de base. Alors quand vous ouvrez un fichier RAW dans Photolab, vous savez que celui-ci applique un certain nombre de corrections automatiquement, comme tout ce qui est correction des défauts optiques. On a également la réduction du bruit qui est appliquée. On a le smart lighting qui, lui, ajuste la tonalité, c'est-à-dire la luminosité, le contraste de vos images. Et on a également la protection des couleurs saturées également qui est mise en œuvre, et tout ça pour obtenir un fichier qui est prêt à l'emploi, à aller plus loin, soit dans l'application haute, donc comme ici DxO Photolab, soit pour un traitement plus créatif dans la Nik Collection. Alors, pour le flux de travail, de base, à partir de DxO Photolab, c'est très simple, hein. Vous sélectionnez donc votre fichier RAW, vous cliquez sur le bouton Nik Collection comme on l'a vu avant, et vous pouvez également passer par le bouton Réglage ici, dans cette petite fenêtre flottante. Vous allez tout simplement sélectionner le format de fichier avec lequel vous allez travailler. Alors si c'est du one-shot pour un usage, pour une publication immédiate, vous allez peut-être travailler en JPEG. Si vous voulez garder un flux de travail qualité maximum, vous travaillerez en TIFF. Alors, le TIFF ou le JPEG, on sort du flux de travail RAW, bien entendu, hein, puisque les outils de la Nik Collection ne s'intègrent pas dans le moteur de traitement de DxO Photolab ni de Lightroom d'ailleurs. Donc on génère toujours un TIFF ou un JPEG, mais ça n'empêche pas malgré tout de conserver une qualité d'image maximum. Donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir de ce côté. Alors en dessous, il y a un certain nombre d'options. Alors redimensionner, on va peut-être plutôt le faire à l'exportation dans l'application haute, hein, pas à ce stade-là. Et vous avez la possibilité, vous voyez, dans les options d'ajouter incruster un filigrane. Ça, c'est également le genre de travail que je recommande pour la fin de votre flux de travail, l'exportation de l'image qui sera traitée dans tous ces programmes. Et vous avez également le profil ICC. Ici, vous pouvez choisir l'espace colorimétrique. Alors, quel que soit l'espace colorimétrique qui est indiqué par les métadonnées de votre fichier RAW, ce que vous envoyez dans la Nik Collection est restitué. C'est-à-dire que si vous envoyez en sRVB, eh bien votre image va revenir en sRVB de toute façon. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes ces options, vous cliquez sur OK et vous êtes prêt à aller travailler. Donc on va l'envoyer dans Vivezza par exemple. On refera de toute façon ceci un peu plus tard. Donc là, vous pouvez voir, vous avez une petite boîte de dialogue bien sympathique. Si jamais vous avez déjà fait des essais ou déjà travaillé sur cette image et que vous avez créé une version TIFF ou JPEG dans la Nik Collection, eh bien évidemment, vous pouvez créer plusieurs versions en utilisant des noms uniques ou alors écraser tout simplement votre travail précédent. Voilà. Donc ici, on va tout simplement écraser, voilà, comme ceci. Et vous voyez que DxO Photolab est en train de générer le fichier TIFF, donc conformément aux réglages qu'on a demandé. Et on a Vivezza, donc Vivezza 3 qu'on reverra plus en détail tout à l'heure, qui permet de travailler les couleurs, la tonalité de ces images. Vous faites votre petit business entre guillemets dans Vivezza, vous partez d'un pré-réglage ou alors vous manipulez les outils à votre guise. Donc vous travaillez sur votre image et une fois que vous avez terminé, regardez, je vais juste appliquer un pré-réglage
par exemple heure dorée comme ceci. Donc on a cette boîte de dialogue qui indique que les corrections éventuelles qui sont ici à droite dans les outils vont être appliquées, vont être remplacées par les corrections de ce pré-réglage. Donc vous cliquez oui, bien évidemment, et lorsque vous avez fini de travailler, eh bien vous cliquez sur appliquer. Donc le traitement est appliqué de manière définitive à votre fichier TIFF ou JPEG qui revient dans votre application hôte, donc ici DxO Photolab, vous voyez à côté de l'image originale. Donc vous voyez, si je clique dessus, je retrouve le rendu obtenu avec Vivezza. Alors juste une petite chose à savoir, donc si vous travaillez avec DxO Photolab et que vous partez d'un projet pour gérer votre flux de travail, sachez que l'image qui revient de la collection ne va pas se retrouver automatiquement dans votre projet. Il faudra aller la chercher dans le dossier où se trouve l'image originale. Alors ici, on travaille dans un vrai dossier sur le disque dur, sachant qu'un projet, c'est un dossier virtuel en fait. Donc comme on travaille ici avec un vrai dossier, avec un vrai répertoire, eh bien l'image traitée dans la collection revient dans ce dossier-là. Alors ça, c'est pour le flux de travail avec DxO Photolab, le flux de travail de base. Et si maintenant je bascule dans Lightroom, comme ceci, évidemment, les voix passent dans DxO Photolab. Vous voyez, je vais reprendre la même image. Et là, au niveau des réglages, eh bien, je pars d'un fichier RAW. Et si je fais clic droit, je vais dans modifier dans, et vous voyez ici, j'ai la liste de tous mes plugins, donc des plugins DxO et autres, d'autres éditeurs de logiciels. Ils apparaissent par ordre alphabétique. Vous voyez, je sélectionne Vivezza 3 comme ceci. Et là, donc, la boîte de dialogue me demande ce que je veux faire, donc j'ai qu'une seule option, puisque je pars d'un fichier rouge, j'ai qu'une seule option, c'est modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Donc en fait, Lightroom va tout simplement, comme DxO Photolab précédemment, générer un, fichier TIFF ou PSD ou JPEG. Vous avez ces choix-là ici dans Lightroom. Vous pouvez choisir l'espace colorimétrique. Là, on va rester dans un flux de qualité maximale. Donc, je vais mettre Adobe RVB ou pourquoi pas en Profoto et en profondeur 16 bits par composant rouge, vert, bleu. Voilà. Donc là, je suis certain de récupérer un fichier de haute qualité. Je clique sur modifier. Donc Lightroom va générer mon fichier TIFF là, qui apparaît ici rapidement. Et vous voyez Vivezza qui s'ouvre avec exactement le même dialogue, avec les mêmes pré-réglages. Et vous voyez ici, si par exemple je décide d'appliquer l'heure bleue comme ceci, je clique sur appliquer, donc l'image est traitée. Donc le TIFF, les corrections sont figées, sont gravées dans le marbre en fait. Et dans Lightroom, vous voyez, donc mon fichier TIFF qui est traité dans la collection revient automatiquement dans le dossier de départ et empilé automatiquement avec l'original. Et Lightroom utilise aussi des dossiers virtuels qu'on appelle les collections, comme vous le savez. Et collection, par contre, là, vous verrez votre image traitée dans la collection revenir automatiquement et s'empiler avec l'image originale. Donc voilà pour le flux de travail de base. Maintenant, on va peut-être passer à un petit peu plus de pratique. Alors, on va prendre une autre image et on va travailler avec Vivezza. Alors, on peut partir de DxO Photolab ou de Lightroom, puisqu'on est dans Lightroom, on va se mettre ici. Vous voyez, et là, on a un fichier roux qui peut, comment dire, un peu particulier dans le sens où le ciel manque un petit peu de présence, c'est délavé, on ne sait pas trop, c'est du contre-jour, mais on voit quand même, les détails. Et ça manque, en parlant de détails, ça manque également de détails au niveau du sable ici en bas. Alors évidemment, ce sont des choses qu'on peut faire dans Lightroom, qu'on peut faire dans DxO Photolab,
avec Vivezza, vous allez pouvoir travailler peut-être de manière un peu plus souple, notamment avec les points de contrôle. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller traiter cette image dans Vivezza. Et la seule chose que je ferai ici dans Lightroom, en fait, si je passe dans le module développement rapidement, vous voyez, je regarde bien que mon profil d'entrée soit celui qui est préconisé par Lightroom, enfin qui est le profil d'entrée par défaut, donc Adobe Couleur. Et puis donc là, j'applique pas de correction. Je vérifie simplement si des corrections optiques ont été appliquées ou pas. Alors ici, c'est pas le cas, donc je vais cocher sur activer le profil de correction. Donc on voit qu'il trouve l'appareil et la marque de l'appareil qui a servi à faire la photo. Voilà, et puis c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de faire. Et on va aller dans Vivezza. Alors clic droit, on va voir ce qu'on peut tirer de cette image avec Vivezza. Donc dans le menu, vous vous rappelez, donc retoucher la photo avec Vivezza, modifier une copie avec les corrections Lightroom. Donc les deux autres options sont grisées simplement parce qu'on part d'un fichier RAW. Si par exemple vous partez d'un fichier TIFF, eh bien les deux options seront également disponibles parce que vous avez la possibilité dans Lightroom soit de créer une nouvelle version de votre TIFF. On peut imaginer que vous avez une image de base et que vous voulez créer plusieurs versions avec plusieurs rendus de la même image. Donc vous allez créer une copie et l'option modifier l'original, donc notez bien modifier l'original si vous partez d'un fichier TIFF par exemple, c'est bien le TIFF original, c'est pas le fichier RAW original dans ce cas-là. Alors donc attention à ne pas confondre, d'accord? Et puis vous retrouvez les mêmes options de copie de fichier juste en dessous. Donc on va simplement cliquer sur modifier et on va attendre que Vivezza s'ouvre et on va faire un petit tour dans le programme. Alors cette boîte de dialogue là qui apparaît à chaque fois vous explique que vous avez la possibilité de travailler en mode non destructif, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de rééditer les corrections que vous faites dans Visualize avec un fichier. D'accord? En fait, c'est tout simplement la case ici en bas à cocher et je peux vous montrer évidemment comment ça fonctionne, même si c'est pas le sujet ce soir, mais au moins vous verrez qu'il y a également un mode un petit peu plus sophistiqué. Donc cette boîte de dialogue, si elle vous agace, vous cliquez tout simplement sur ne plus afficher ici et ensuite sur OK. D'accord? Donc voilà l'image qui s'ouvre et l'image, donc c'est notre fichier TIFF qui s'ouvre et qui a le même aspect que dans Lightroom. Donc ici on est dans un mode neutre. On peut voir à droite qu'il y a un certain nombre de curseurs, des outils et tout est à 0. Donc il n'y a rien qui est à l'image. Et à gauche, on a tout ce qui concerne les pré-réglages qui sont fournis d'origine par DxO, enfin par la Nik Collection. Vous voyez, vous avez un certain nombre de choses, par exemple comme assombrir ou ce qu'on a vu précédemment, l'heure bleue, l'heure dorée, etc. Et vous avez la possibilité évidemment de créer vos propres pré-réglages, mais ça on le verra un petit peu plus tard. D'accord? Alors, Vivezza reprend en fait l'architecture de la Nik Collection traditionnelle, donc avec un volet à gauche qui contient les pré-réglages, qui permet de gérer vos pré-réglages, puisque vous pouvez, vous l'avez compris, personnaliser ces pré-réglages. Vous pouvez les partager avec d'autres personnes, donc les importer, les exporter ici. Et à droite, on a tous les outils, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un pré-réglage, eh bien tous les outils vont réagir en fonction du pré-réglage qu'on va choisir. Donc vous voyez, ici, je suis donc rien n'est sélectionné. Si je clique sur l'heure dorée, par exemple, donc on a cette boîte de dialogue qui m'explique que le pré-réglage remplacera tous les réglages précédents, d'accord? Donc attention à ça. Et là, je vous encourage à garder cette boîte de dialogue visible, donc à ne pas cocher de plus afficher. Donc oui, j'ai compris. Effectivement, mon image se transforme et là, je peux voir à droite un certain nombre de curseurs qui ont été utilisés par le pré-réglage. Et bien évidemment, j'ai la possibilité de reprendre toutes ces corrections à la main, parce qu'un pré-réglage, c'est vraiment une base de départ et qui va vous permettre d'exprimer votre créativité. D'accord? Alors les outils, on va les voir au fur et à mesure. Moi, ce que je voudrais, c'est revenir
au neutre comme ceci, donc je clique sur oui. Alors j'aimerais bien récupérer un petit peu d'informations dans le ciel, donc puis les détails dans le sable, et puis puisque l'image est à contre-jour, alors pourquoi finalement ne pas directement exploiter cet effet contre-jour en poussant un petit peu le contraste pour ça, pour en faire une image somme toute très banale, en faire une image qui peut interpeller un observateur. Alors la première chose que je vais faire, c'est m'occuper du ciel. Alors par où commencer? Alors à droite, vous avez les réglages globaux ici, et vous avez un histogramme, hein, avec des indicateurs d'écrêtage. Vous voyez, si vous cliquez sur les petits carrés comme ceci, ça va afficher des masques colorés dans votre image. Vous voyez, si je pousse la luminosité, vous voyez, ces masques noirs, jaune, rouge qui apparaissent, qui indiquent tout simplement les zones de l'image, donc les tons les plus clairs dans ce cas-là, qui sont proches de l'écrêtage, c'est-à-dire proches de la perte d'information. D'accord? Donc vous pouvez vous servir de ça également pour travailler dans Vivezza. Alors, je vais prendre mon curseur, voilà, qui saute à 100%, et je vais réduire un petit peu la luminosité de l'image. Bon, ça agit un petit peu sur le ciel, sur le reste de la photo aussi, évidemment. Et juste en dessous, on a des curseurs temps sélectifs. Alors ça, c'est une nouveauté de Vivezza 3. C'est des curseurs qui proviennent tout simplement de DxO Photolab et qui permettent de travailler de manière séparée sur les différentes plages de tons, donc ton clair, ton moyen, les ombres et les noirs. Donc ici, on est plutôt sur les tons clairs, comme ceci. Donc je vais peut-être réduire un petit peu leur luminosité. Vous voyez que je commence à récupérer un petit peu de densité au niveau du bleu du ciel. Ton moyen, ça, je ne vais pas y toucher. Et les ombres et les noirs non plus. Ensuite, il faudrait que je renforce un petit peu le bleu du ciel. Alors, comment faire? Ben, on a plusieurs possibilités. Si je retourne dans les réglages globaux en haut, je peux prendre par exemple le curseur bleu comme ceci et voir si j'arrive à faire quelque chose. Mais là, le problème, c'est qu'on va agir sur la totalité de l'image. D'accord? Donc, pour agir que sur le ciel, eh bien, il faut utiliser les points de contrôle, les fameux points de contrôle, les U-points de Nick. Et on va en bas du volet à droite, ici, on a un bouton qui s'appelle point de contrôle. Donc, ce sont ce qu'on appelle les réglages sélectifs ou les réglages locaux, si vous préférez. Je vais prendre un point de contrôle, donc je clique dessus, je le pose dans mon ciel, ici, quelque part. Vous voyez, donc j'ai un premier point de contrôle qui est posé. Je vais ajuster son diamètre de sorte qu'il englobe bien le bleu du ciel. Alors, évidemment, je pourrais, vous voyez, englober toute l'image. Et le but du point de contrôle, en fait, c'est tout simplement de détecter les pixels qui se trouvent sous le point de contrôle, donc la luminosité, le contraste, les informations de couleur. Et en fait, à chaque fois que je vais utiliser un outil, eh ben, cet outil ne va agir que sur les pixels qui correspondent au point de contrôle survolé, dans la limite du rayon qui vient d'ajuster. D'accord? Voilà. Donc, alors, ce que je voudrais, c'est couvrir tout le ciel. Et pour ça, il y a une petite astuce, c'est de dupliquer le point de contrôle. Donc, j'appuie sur la touche Alt Option comme ceci. Vous voyez, je clique avec la souris dans le premier point de contrôle et je recommence pour poser plusieurs points de contrôle. Voilà, comme ceci pour travailler sur mon ciel. Alors, quand j'active un point de contrôle, et si je retourne dans les réglages globaux, je reprends mon vous voyez, là, je travaille pas de manière sélective, je continue à travailler sur la globalité de l'image. Alors attention, il y a un petit piège ici. Quand vous activez un point de contrôle, quand vous activez les réglages sélectifs, vous avez tous les curseurs ici qui apparaissent juste en dessous. Donc on reprend les mêmes curseurs que la section réglages globaux. Et là, je retrouve tout ce qui concerne la luminosité, contraste, saturation, les tons sélectifs, etc. Alors regardez, là, j'ai un point de contrôle qui est actif, qui se reconnaît à la pastille orange. Je reprends le curseur luminosité, voilà, comme ceci. Et vous voyez, là, le truc, c'est que j'agis que sur ce point de contrôle, d'accord? Alors comment faire pour que ça agisse également sur les autres? Eh bien, on va tout simplement les chaîner.
Alors je remets mon curseur luminosité à 0. Voilà, je me mets dans l'image, je trace un rectangle autour des 3 points de contrôle ici. Et là, si je reprends mon curseur luminosité, vous voyez, donc là, j'agis partout dans le ciel. Vous voyez, donc je réduis la luminosité ici, peut-être travailler sur les tons clairs aussi, et pousser la saturation. Voilà, pour voir si j'arrive à récupérer un petit peu de bleu, c'est pas mal. Éventuellement, pour la couleur, je vais regarder ce que je peux faire avec le curseur bleu, comme tout à l'heure, mais au niveau local, donc en fait, je change la teinte du bleu, en fait. Vous voyez ici, vers la gauche, je supprime les informations de bleu, donc je vais plus vers les gris, et vers la droite, évidemment, j'amplifie le bleu dans mon image. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop, donc on va réduire comme ceci. Et vous avez la possibilité de voir la qualité de la couverture de la correction. Alors, je m'explique. Donc, vous voyez, vous avez des zones plus ou moins claires dans le bleu du ciel ici. Comment faire pour voir si mon point de contrôle, si mes points de contrôle font bien leur travail? Eh bien, on retourne à droite dans le volet des réglages sélectifs et vous avez le masque du point de contrôle que vous pouvez afficher en cliquant tout simplement sur le carré avec une pastille noire au centre. Donc si je clique dessus, ça va afficher les masques pour tous les points de contrôle qui sont actifs ici. Donc les 3 points de contrôle que j'ai chaînés tout à l'heure. Et si vous voulez travailler point de contrôle par point de contrôle, eh bien vous cliquez sur chacun des boutons correspondant au point de contrôle. Alors là, on va tous les sélectionner. Donc on passe en affichage monochrome. Et là, en blanc, on voit que le masque m'indique toutes les zones où la correction est appliquée. Et tout ce qui est noir, eh bien, il y a 0% de la correction des points de contrôle qui est appliquée. Et les variations de gris, évidemment, eh bien, c'est la densité de la correction. Évidemment, au centre, la correction est à 100%. Et quand on s'éloigne du point de contrôle, eh bien, petit à petit, la correction n'a plus une intensité de 100%. Elle se réduit progressivement. D'accord? Donc, vous voyez, si je prends ce point de contrôle, par exemple, et je le place sur la voiture, vous voyez, la voiture devient blanche. Pourquoi? Parce que les corrections qui sont en cours sur ce point de contrôle, eh bien, s'appliquent à la voiture et donc aux pixels qui sont détectés par le point de contrôle. Alors je vais le remettre dans le ciel. Alors vous voyez ici, vous avez quelques petites zones grises qui indiquent que la couverture est peut-être pas parfaite. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer sur les curseurs sélectivité des couleurs. Vous voyez, je prends luminance par exemple. Alors ça marche très bien avec le masque. Ça permet tout simplement d'ajuster la tolérance de luminosité et de couleur quand vous faites une retouche locale. Vous voyez, vous allez vite comprendre. Si je prends luminance et je le déplace vers la gauche, vous voyez, j'augmente la tolérance. Vous voyez, parce que le blanc s'étend de plus en plus vers le reste de l'image. Donc, ça veut dire que la correction que je fais dans le ciel va avoir tendance à s'appliquer au reste de l'image. Si je vais vers la droite, je réduis la tolérance. Donc, ici, je cantonne ma correction au ciel. Vous voyez, le véhicule en bas est tout noir, les flots sont quasiment noirs, à peu de choses près, et les nuages, au fond, commencent à devenir gris sombre. Donc, ça veut dire que je limite la tolérance. Donc vers la gauche, j'augmente la tolérance. Donc j'accepte que ma correction s'applique à d'autres niveaux de luminosité. Et vers la droite, je réduis ma tolérance. Donc je refuse que ma correction s'applique à certains niveaux de luminosité. Et vous pouvez faire la même chose avec le curseur chrominance. Et si je le déplace vers la gauche, et maintenant à fond vers la droite, vous voyez la différence. Donc à gauche, donc j'ai du blanc qui s'étend un petit peu, donc j'augmente la tolérance des corrections appliquées aux couleurs. Donc, a fortiori, ici, c'est le bleu du ciel, tout simplement. Et en allant vers la droite, eh bien, je cantonne la correction vraiment à mon ciel de plus en plus. Et vous voyez que donc, correction appliquée. Alors si je vais à fond, j'ai du gris foncé qui commence à apparaître un petit peu partout, y compris dans le ciel. Pourquoi? Parce que en réduisant la tolérance, et bien évidemment, j'ai également sur la sélection des pixels par mes points de contrôle. D'accord? Donc c'est à vous de trouver le
le bon équilibre en fait avec ces deux curseurs qui sont fort pratiques, qui demandent un petit peu de gymnastique, hein, mais vous verrez que ça marche très bien. Quand vous avez fini de faire ça, ben, vous désactivez l'affichage du masque, vous voyez, donc j'ai mon bleu du ciel qui apparaît et on va pouvoir continuer le travail avec le reste de l'image. Alors je voulais récupérer des informations, des détails dans le sable ici en bas, et bien je vais prendre d'autres points de contrôle. Donc je clique ici sur mon point de contrôle, dans le premier point de contrôle ici, j'ajuste le diamètre et éventuellement je duplique, j'appuie sur la touche Alt Option, voilà, je vais aller un petit peu plus loin et puis allez, je vais en mettre un troisième et à la souris, je vais tout simplement grouper tout ça et là, ce que je vais faire, eh bien, non pas de réglage globaux au-dessus, mais en bas, je vais aller chercher, par exemple, je vais augmenter la saturation pour booster un petit peu les couleurs dans le sable. Je vais donner un effet de structure, c'est-à-dire que je vais renforcer les micro-détails. Voilà, peut-être pas trop quand même, comme ceci, renforcer la présence du ciel, et puis pourquoi pas donner un petit peu de chaleur à la couleur de mon sable. Donc là, à droite, je vais vers le chaud, donc vers le rouge, et à gauche, je vais vers le froid, donc vers le bleu. Donc on va chercher quelque chose d'assez subtil comme ceci, voilà, ça ira très bien. Et puisque je veux du contre-jour, eh bien, je vais poser un point de contrôle sur la voiture, sur la Lada, ici des maîtres nageurs. Donc je retourne dans le volet de droite, je clique sur point de contrôle. Donc vous voyez, tous les autres points de contrôle sont toujours visibles, mais ils ne sont plus actifs. Je clique dans la portière de la voiture, comme ceci, j'ajuste le rayon d'efficacité pour qu'il englobe bien la voiture et les maîtres nageurs qui sont derrière montés sur le pare-choc. Et là, ben, je vais pouvoir réduire la luminosité, augmenter le contraste. Alors le plus simple, pour voir si c'est efficace, vous le savez déjà, donc on va activer le masque. Alors, à droite, dans la section réglages sélectifs, vous voyez la liste de mes points de contrôle. Il n'y en a qu'un seul qui est actif, qui est indiqué en orange. Ici, c'est le point de contrôle par la voiture. Et je vais cliquer sur son, voilà, comme ceci. Donc, on voit en blanc la voiture. Donc, on indique les endroits où ma correction va s'appliquer. Et tout autour, c'est noir. Pourquoi? Eh bien, ce sont les endroits où ma correction ne sera pas appliquée. Parce que les pixels qui sont actuellement survolés par le point de contrôle ici ne sont absolument pas les mêmes que dans le ciel bleu ou dans le sable. Alors évidemment, je peux ajuster le diamètre. Vous voyez, alors là, j'étends un peu le rayon d'action du point de contrôle. Alors comme il y a également du blanc dans les flots, évidemment, ça va agir. Mais si je veux vraiment cantonner ça à la voiture, je réduis le diamètre et je peux reprendre mes curseurs de sélectivité des couleurs, voir si je peux jouer sur la tolérance côté luminance. Donc là, j'ai tendance à augmenter la tolérance en allant vers la gauche et je la réduis pardon, vers la droite. Vous voyez comme c'est efficace, hein, on voit tout est noir dans l'image sauf la voiture. Et au niveau couleur, bon, on est sur du blanc, ça va pas changer grand chose. Donc on va rester au réglage par défaut à 50% comme ceci. Voilà, maintenant je peux désactiver l'affichage du masque. Et là, eh bien, j'aimerais me plonger vraiment dans le contre-jour. Donc, je peux prendre le curseur luminosité, par exemple, le réduire. Vous voyez, donc là, la voiture qui devient vraiment une silhouette, éventuellement augmenter le contraste. Et si ça suffit pas, si vous voyez toujours les détails, vous pouvez passer dans ton sélectif comme ça et jouer avec les curseurs ombre et noir. Donc, ce qui est très efficace, c'est le curseur noir qui établit le point noir, tout simplement. Vous voyez, je le déplace vers la gauche pour rendre les noirs, les tons sombres encore plus denses. Vous voyez, c'est particulièrement efficace. Donc là, on a un bel effet vraiment assumé de contre-jour et son maître son maître nageur sur le pare-choc arrière. Et donc, une fois qu'on a terminé toutes ces corrections, on peut comparer par rapport à l'original. Vous voyez, je vais en haut, il y a le bouton comparer, je clique dessus, l'image avant, l'image après. Alors ces corrections, effectivement, ici, elles sont perfectibles, hein. On pourrait fignoler la densité du bleu dans les coins, par exemple, mais vous avez une bonne idée de la manière dont ça fonctionne. Vous avez également ici un mode comparaison.
voyez, avec une séparation verticale comme ceci, qu'on peut également afficher en mode horizontal, et vous avez l'affichage des deux versions de l'image côte à côte. Donc une fois que vous avez fait votre travail, eh bien vous cliquez sur appliquer et vous retournez dans votre application hôte. Donc ici c'était Lightroom. Alors voilà mon image qui est revenue. Voilà. Voilà, donc oui, il y avait une petite latence pour restituer le rendu appliqué par Vivezza 3. Donc voilà une manière très simple de traiter vos images. Donc si on enlève tout mon blabla, évidemment, ça prend tout ce que j'ai fait devant vos yeux ébahis, ça prend 3 minutes, bien évidemment. On va voir le flux de travail à partir de DxO Photolab. On va prendre un autre exemple. Donc je bascule dans Photolab comme ceci. Je ferme juste cette fenêtre là sur les modules optiques et on va reprendre notre image avec le cheval et on va retourner dans Vivezza. Donc je sélectionne l'original tout simplement et je clique sur Nik Collection. Donc les réglages je les connais, hein, c'est TIFF, donc on va continuer comme ça. Et donc je continue avec Vivezza 3, voilà, donc j'appuie sur le bouton. Donc là, puisqu'il existe plusieurs versions de la même image, eh bien, allez, je vais utiliser des noms uniques, voilà, comme ceci. Et on va attendre que DxO Photolab finisse d'exporter, de créer le fichier TIFF, voilà, qui va s'ouvrir dans Vivezza. Alors, cette image, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Bon, c'est vrai, l'horizon de travers, j'aurais pu faire ça avant, mais elle est un petit peu plate. On va voir ce qu'on peut obtenir avec cette photo. Alors, si vous ne savez pas par quoi commencer, le plus simple, c'est vous partez de l'un des presets qui vous est proposé ici. Et moi, je vais prendre heure dorée, par exemple, vous voyez, comme tout à l'heure, je clique dessus. Donc, oui, ça va changer mes réglages s'il y a des réglages en cours. Et là, à partir de là, je vais observer les curseurs qui ont été utilisés et la section balance des blancs qui est également une nouveauté, le sélecteur de couleurs ici, donc la pipette qui permet de sélectionner les couleurs, et on a le curseur température qui est réglé à 50 K. Vous voyez, donc a priori c'est lui qui donne cet aspect chaud particulièrement poussé à l'image. Alors, je vais le ramener à 0 comme ceci, donc je retrouve une image avec des couleurs plus naturelles. Et donc le but ici, c'est un petit peu d'observer ce que le pré-réglage a fait. Donc vous voyez, donc au niveau des tons sélectifs, les tons clairs ont été réduits donc pour récupérer l'information dans le ciel. Certainement, il y a un petit peu de densification des ombres et des noirs qui a été fait. Et moi, ce que je voudrais simplement, c'est toujours garder cet aspect un petit peu chaud, et je voudrais que le cheval et le visage ici de la personne derrière se détache un petit peu mieux du reste. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu la température pour réchauffer l'image globalement, comme ceci. Ensuite, je vais prendre les points de contrôle que je vais poser sur le cheval. Je vais dupliquer, j'en mets un ici sur la tête comme ceci, et on va élargir le rayon d'efficacité. Voilà. Et on va se servir des masques de toute façon comme tout à l'heure. Voilà, on va rester comme ça. Et on va les chaîner tous les deux puisqu'on va travailler là pour l'instant exclusivement sur le cheval. Donc je clique dans l'image avec la souris, je maintiens le bouton gauche enfoncé. Voilà, donc je chaîne mes deux points de contrôle.
avec mes masques, enfin mon masque. Donc je clique sur le bouton dans la section réglages sélectifs comme ceci. Vous voyez, donc là effectivement on voit que le cheval a priori est à peu près sélectionné. Alors comme on a des tons chauds sur un fond qui contient également des tons chauds, évidemment il y a l'influence du point de contrôle qui va jouer. Donc on va se servir des curseurs de sélectivité des couleurs pour essayer de réduire ça. Alors comme il n'y a pas de règle précise, il faut jouer avec les curseurs tout simplement. Donc on va prendre luminance. On va aller vers la gauche, donc là on étend la tolérance. Donc si je fais des corrections sur le cheval, donc en blanc à 100%, ça va également s'appliquer autour de lui. Donc je vais réduire la tolérance en allant vers la droite. Par contre, ça influe également sur le pelage du cheval, vous voyez. Donc je vais voir si j'arrive pas à trouver un bon compromis avec le curseur chrominant, c'est-à-dire en travaillant cette fois sur la couleur. Donc là, a priori, non. Donc je pousse, je réduis la tolérance en fait pour la couleur vers la droite et je vais augmenter la luminance un petit peu comme ceci et je vais peut-être créer encore un autre point de contrôle, voilà, que je vais placer ici et dont je vais réduire le diamètre et je recommence. Donc j'englobe tous mes points de contrôle d'un coup comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc il faut chercher un petit peu, évidemment. Donc voilà mon cheval. Eh bien, j'aimerais bien l'éclaircir un peu. Donc je commence par le plus simple, le curseur luminosité. Donc vers la gauche, c'est plus dense, vers la droite, c'est plus clair. Et vous voyez, malgré le masque monochrome qui indiquait que le sol ici de la vigne risquait d'être affecté par mes corrections, vous voyez que ça ne se voit quasiment pas, quoi. Donc je vais éclaircir mon cheval. Je vais également réduire le contraste du cheval, c'est-à-dire l'écart entre les tons les plus clairs et les tons les plus sombres. Je vais pousser un petit peu la structure, pardon. Donc, je vais renforcer les détails du pelage. Vous voyez que c'est assez efficace. Et peut-être au niveau saturation, je vais réduire comme ça un petit peu la couleur du cheval. Alors, si je réduis trop, évidemment, je vais perdre de la couleur un petit peu partout. Alors, je voudrais vraiment qu'il se détache un petit peu du fond. Donc, je pousse la saturation et je vais peut-être l'éclaircir. Alors j'essaye, j'éclaircis les. Non, les tons clairs, ça va pas fonctionner là. Je prends les tons moyens. Donc je vais vers la droite ici pour éclaircir et vers la gauche pour assombrir. Ouais, c'est, oui, voilà, c'est bon. Là, c'est bon, ça agit sur les tons moyens. Donc, vous voyez, en manipulant comme ça, on arrive un petit peu à détacher le sujet. Donc, j'ai voulu détacher le cheval. Je peux donner un petit coup de comparaison en haut. Vous voyez, avant, après. Donc, il reste quand même bien détaché par rapport au fond. Et maintenant, ce que je voudrais tout simplement, c'est éclaircir et désaturer un petit peu le visage de la fille derrière. Donc, je vais tout simplement prendre un point de contrôle. Donc je clique sur le bouton plus ici, je le pose sur le visage, j'ajuste le diamètre de sorte qu'il englobe également les mains. Voilà. Parce que là, on se retrouve un petit peu dans les mêmes tons, en fait. Donc je contrôle comme toujours avec mon masque. Donc vous voyez ici, j'ai que ce point de contrôle qui est activé, le point de contrôle numéro 4. Donc je clique sur le bouton du masque. Là, je vois, voilà, je déplace un petit peu mon point de contrôle pour être sûr qu'il affecte le visage uniquement et pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez, donc vous pouvez aussi affiner en fait votre correction en déplaçant le point de contrôle. Ça c'est clair. Et ensuite, on pourrait éventuellement dupliquer le point de contrôle pour le poser sur les mains. Voilà, et on réduit la taille sur les mains. Et là encore, en plus de précision, on va regrouper les deux et on va chercher avec la sélectivité des couleurs. Donc vous voyez ici à gauche, j'augmente la tolérance et vers la droite, je la réduis, j'essaie de la cantonner au visage. On va essayer avec la chrominance. Donc là, j'augmente la tolérance et à droite, là, c'est efficace. Je cantonne les corrections vraiment au visage. Donc je peux désactiver
Je peux désactiver mes masques comme ceci. Voilà. Et je vais prendre tout simplement ajustement de base. Et vous voyez, j'arrive à éclaircir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, j'arrive à éclaircir le visage. Donc, si après, voilà, comme ceci, donc on a un visage qui est plus clair, on a le cheval qui est également bien détaché du fond et bien détaillé par rapport à l'image précédente. Et à partir de là, par exemple, ce que je peux faire, eh ben, c'est créer mon propre pré-réglage. Donc je vais en bas, je clique sur enregistrer le pré-réglage, et là je vais saisir par exemple heure, heure dorée plus douce, hein, donc moi je mets le signe moins comme ça. Vous voyez, où je mets plusieurs fois le signe moins. Je peux éventuellement enregistrer avec les points de contrôle dans le pré-réglage. Donc les points de contrôle, vous les retrouverez en ouvrant une autre image. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, je les désactive parce que la photo est particulière, donc c'est difficile de créer une recette qui va s'appliquer à toutes les images. D'accord? Alors pour des histoires de dominante, de contraste, de luminosité, oui, mais après quand on arrive à la retouche locale, là c'est plus complexe à gérer par la suite, même si vous pouvez redéplacer les points de contrôle. Donc on clique sur enregistrer et vous voyez à gauche dans le volet ici des pré-réglages dans la section j'ai mon heure de moins qui s'affiche, et si je veux en faire un favori, je clique tout simplement sur la petite étoile qui se trouve à cet endroit. Voilà, tout simplement. Maintenant, si je vais dans en bas à droite et que je clique sur modification non destructive, je vais pouvoir reprendre les corrections. Vous voyez, donc je clique pour cocher cette case, je clique sur appliquer, donc le traitement de l'image se fait, et on va revenir dans DxO Photolab. Voilà, donc avec ma nouvelle version de l'image. Voilà, c'est avec les noms uniques, hein, je crois, comme cela. Et alors je vérifie juste que je me suis pas trompé d'image, c'est bien la bonne image, ok. Regardez maintenant si je veux reprendre ma correction. Je clique à nouveau sur Nick Collection. Très important, je clique sur Réglages ici, et tout en haut, dans Traiter en export, au lieu de prendre Exporter en TIFF, je fais exporter sans traitement le fichier sélectionné. D'accord? Comme ceci. Et au départ, évidemment, il faut être dans un flux de travail TIFF, hein, puisque DxO Photolab va en fait générer deux TIFF qui va coller ensemble, et c'est ça qui va vous permettre en fait de reprendre vos réglages. Et je renvoie l'image dans Vivezza 3. Voilà. Donc l'image charge, vous voyez, je retrouve tous mes points de contrôle là sur le visage de la derrière sur le cheval, les réglages également de température, de luminance, enfin tout ce que j'ai touché en fait tout simplement lors de ma session précédente peut être réédité. Vous voyez, si je veux complètement changer de rendu, je prends mon curseur température, je prends un exemple très simple, hein. Vous voyez, je réduis mon curseur température, je déplace à fond vers peut-être pas à fond à gauche, voilà, on va se mettre comme ça, et là je vais enregistrer le nouveau pré-réglage, tant qu'à faire, que je vais appeler froid par exemple. Je clique sur enregistrer. Et vous vous rappelez, j'avais coché cette case, donc les modifications non destructives, comme vous l'avez vu ici. Je clique sur appliquer. Donc les corrections que j'ai modifiées s'appliquent à l'image. On va revenir dans DxO Photolab et vous voyez, l'aperçu se met à jour, et donc j'ai bien pu rééditer mes corrections dans un flux de travail réversible. Donc voilà pour Vivezza, et maintenant on va continuer, je vous propose de continuer avec un exemple dans ColorFX pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire de particulier
dans ce programme. Alors, on va passer maintenant dans Color FX, qui est quelque chose qui est totalement différent du point de vue des rendus, mais dont le principe de fonctionnement est exactement le même, hein. Donc, je vais choisir une autre photo, voilà, comme celle-ci, et je vais cliquer sur le bouton Nik Collection. Alors, je pourrais très bien le faire depuis Lightroom, bien évidemment. Et là, on va aller dans Color FX Pro. Alors Color FX Pro, lui, a ceci de particulier, c'est que il vaut... Ah, j'ai pas dû... Qu'est-ce que j'ai choisi? Ah oui, oui, c'est vrai, autant pour moi. Vous voyez, alors prenez-le pour une démonstration, c'est totalement improvisé. Évidemment, j'étais en mode exporté sans traitement des fichiers sélectionnés. Bien évidemment, il ne faut pas oublier et moi-même je me suis fait avoir. Voilà, donc on recommence. Donc Color FX Pro 4, comme ceci. Alors donc Color FX Pro 4, eh bien c'est tout simplement un ensemble de rendus euh, qui est très riche et qui vous propose tout un tas d'outils. C'est assez impressionnant. Et pour le savoir, eh bien effectivement, on a toute cette liste ici d'effets qui se trouve à gauche. Alors ne soyez pas surpris par le noir et blanc, c'est le comportement par défaut de Color FX Pro 4 qui a toujours la très bonne idée pour un outil qui s'appelle Color de proposer en fait le premier de la liste par défaut, donc la conversion noir et blanc. D'accord? Donc en espérant que ça soit corrigé un jour. C'est le cas actuellement. Vous voyez, si vous cliquez sur comparer, vous retrouvez bien votre image originale. Donc on va changer ici complètement de pré-réglage. Alors je vous montre rapidement. Ici à gauche, vous avez la bibliothèque de filtres. Alors ici, ça s'appelle filtre. Dans d'autres plugins de la Nix, ça s'appelle pré-réglage. Dans d'autres, ça s'appelle recette. Tout ça va être harmonisé à terme, hein, sachez-le, et donc ça va s'appeler pré-réglage au fur et à mesure de la modernisation des différents plugins, hein. Comme vous avez vu dans Vivezza 3, et ben, ça s'appelle dorénavant pré-réglage. Alors, vous avez une liste ici de rendus. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez tout simplement appliquer un rendu particulier et chaque fois, vous avez un outil ici à droite qui va s'afficher pour pouvoir tout simplement reprendre les réglages. Vous noterez que en face de chaque nom de filtre, vous avez un petit pictogramme ici, et si vous cliquez dessus, vous voyez, donc on ouvre un volet et qui vous présente tout un tas d'options de rendu. Vous en avez des quantités phénoménales qui vous permet de changer tout simplement le rendu de votre image en cliquant dessus. Alors, on va pas rester sur cet aspect. Moi, ce que je voudrais avec cette image, c'est extraire du détail, enlever une dominante de couleur et donner un aspect cinématique en appliquant l'équivalent d'un filtre gradué dans mon ciel. Alors, extraction de détails, c'est détail extractor, donc désolé, mais même en français, la liste des filtres est en anglais. Donc détail extractor, oui, c'est comment ça s'appelle par ordre alphabétique. Donc je clique là sur les petits pictogrammes et je regarde les différentes options qui sont proposées. Donc par défaut, voilà, et on peut voir les détails soutenus. Ah, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Plat et détaillé, ça va être complètement radicalement différent. Alors, on va rester sur par défaut et vous avez ici un autre qui s'affiche et vous avez un certain nombre de réglages de base qui sont proposés. Et évidemment, pour chaque filtre que vous allez utiliser, vous pouvez reprendre la main à tout moment. Donc là, je prends mon curseur extracteur de détail, comme ceci, et je vais le pousser un peu plus vers la droite, hein. J'aimerais
plus de détails, mais quand même pas autant que l'autre filtre qui se trouve juste en dessous. On peut jouer sur le contraste, on peut jouer sur la saturation. Bien évidemment, la saturation, je ne vais pas y toucher parce que je vais passer dans un autre filtre pour enlever la dominante colorée. Donc je reviens en arrière dans ma liste de filtres et regardez ici à droite, dans le volet de droite, vous avez un bouton qui s'appelle Ajouter. Vous voyez, si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir ajouter un autre filtre. Donc là, je vais chercher Remove Color Cast, c'est-à-dire enlever une dominante de couleur. Donc je clique, voilà, le voilà ici. Alors je peux cliquer directement dessus pour avoir le réglage par défaut. Sinon, je peux aller choisir les différentes options. Donc là, on va voir, par exemple, si je clique sur rouge, qu'est-ce que ça donne. Donc mon image est un petit peu plus froide, un petit peu plus bleutée. Si j'enlève la dominante jaune, oui, ça fait pas beaucoup de différence, c'est assez subtil. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va rester sur le réglage rouge, comme ceci. Et je vous ai dit que je voulais également donner un aspect un petit peu cinématographique à mon image. Eh bien, ça, je vais le faire avec un filtre qui s'appelle donc, clique sur Ajouter. Ici, je vais à gauche et dans la liste par ordre alphabétique, voilà, je cherche Grad Filters, je clique sur le petit pictogramme pour voir les différentes propositions, bleu, olive, orange. Ben, je vais choisir bleu, comme ceci, qui est assez soutenu et peut-être même un peu trop à mon goût. En fait, ce que je veux avoir, c'est la barre de couleur qui se trouve en haut de l'image. Je ne sais pas si vous vous rappelez des films et des publicités des années 80-90, mais c'était très à la mode ça. Tous les films genre Top Gun et compagnie, on avait toujours une espèce de bande colorée en haut de l'image et c'est ça que j'essaye de retrouver. Donc si je vais ici à droite, donc on peut voir que j'ai cumulé mon extracteur de détails, mon outil d'atténuation de dominante colorée et mon filtre gradué. Et là, évidemment, je vais pouvoir le personnaliser. Vous voyez, alors donc j'ai plusieurs couleurs à ma disposition, plusieurs bleus à ma disposition, comme ceci, olive, café, etc. Donc moi, je vais rester sur du bleu, mais peut-être pas aussi intense que ça. Je vais rester là-dessus, sur le numéro 4. Je peux ajuster son opacité. Donc je le rends plus opaque, voilà, plus présent. La couleur me plaît plus que le choix de départ. Et on a la possibilité, bah, par exemple avec déplacement vertical, vous voyez, d'étendre ou pas l'effet vers le bas de l'image. Et on peut jouer sur la rotation également. Donc vous avez vraiment tout un tas de possibilités qui est absolument phénoménal. Donc une fois que j'ai fait ces corrections, donc je clique tout simplement sur enregistrer. Alors j'aurais pu créer un pré-réglage, hein, évidemment, qui va tenir compte de tous ces outils que j'ai empilés. Et voilà donc mon image qui revient dans DxO Photolab, voilà, avec mon effet un petit peu cinéma, comme ceci. Et maintenant, vous allez me demander si on peut cumuler euh, deux plugins de la Nick Collection. Alors, je dirais oui et non. Alors, j'aurais juste, pour changer un petit peu dans le Lightroom, je dirais oui et non. Parce que ça dépend. Évidemment, si vous cumulez ColorFX et SilverFX, par exemple, vous allez cumuler un rendu orienté couleur, rendu orienté noir et blanc. C'est bizarre quand même, hein. Par contre, associer Define pour traiter le bruit localement avec ColorFX, ça se comprend très bien, d'accord? Donc, si vous voulez empiler les corrections libres à vous, mais vous allez obtenir des résultats qui sont pas très beaux. Et puis franchement, vu la richesse des outils proposés par la Nick Collection, je pense que c'est un jeu, ça n'en vaut vraiment pas la chandelle, mais enfin libre à vous d'essayer évidemment. Alors je voudrais envoyer cette image d'abord dans Vivenza, mais c'est le fichier RAW qui a été traité dans Lightroom. Je vais réinitialiser les corrections.
Voilà, donc voilà mon image originale. Je vais simplement appliquer le profil de correction optique pour enlever le vignettage, comme ceci. Donc là, je suis dans Lightroom, hein, modifier dans, et je vais d'abord aller dans Vivezza 3, comme ceci. Donc modifier une copie, blabla, formatif, très bien. Je clique sur modifier, que Lightroom me génère le fichier TIFF et va lancer Vivezza 3, que voici. Et là, ce que je vais faire, c'est, je voudrais renforcer les détails au niveau des flots et je voudrais désaturer un petit peu le blanc du bateau qui est plutôt crème. Ici, je voudrais le rendre un petit peu plus froid. Donc, je vais me servir des points de contrôle. Donc, je vais à droite, point de contrôle que je vais poser dans l'eau. Donc, vous m'avez vu faire hein, auparavant. Je vais ajuster le diamètre comme ceci pour bien couvrir ici. J'appuie sur la touche Alt Option pour dupliquer mes points de contrôle. Voilà, pour les placer un petit peu partout dans les flots. Voilà, comme ceci. Je clique dans l'image, je trace mon pavé pour chaîner tous mes points de contrôle. On vérifie avec la sélectivité des couleurs. Alors d'abord, on affiche le masque. Alors le masque de tous les points de contrôle, hein, on a 4 points de contrôle ici. Donc on voit qu'en blanc, eh bien, les corrections vont être appliquées partout où c'est blanc, c'est-à-dire sur les flots, mais ça va également déborder un peu sur le bateau et sur le ciel. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec nos curseurs d'activité des couleurs. Donc par rapport à la luminosité, eh bien là vers la gauche, donc vous le savez, j'augmente la tolérance. Vers la droite, je la réduis. Vous voyez, le bateau devient noir et le ciel devient de plus en plus noir. Maintenant, je vais voir si je peux faire la même chose avec la couleur. Donc, je veux réduire la tolérance, donc je vais vers la droite. Et là, vous voyez que je cantonne vraiment mes corrections qu'au niveau des flots. Alors, si je veux ajouter un point de contrôle, donc touche Alt Option, voilà, je vais me placer également ici, à peu près. Bon, ici, on a le reflet du bateau, en fait. Hein, c'est pour ça que c'est un petit peu noir. Et ensuite, je désactive l'affichage de mon masque. Là, je vais prendre mon curseur structure que j'aime bien. Voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à bien voir la différence. On va faire un avant-après. De toute façon, je vais donner un petit peu de chaleur aussi à cette partie de l'image. Alors, j'exagère exprès la correction. Alors là, le petit piège, vous avez vu, j'ai rajouté un point de contrôle, mais j'ai oublié de le grouper avec les autres. Qu'à cela ne tienne, je recommence, voilà, je groupe le 5e point de contrôle et je recommence. Donc, je vais dans structure. Donc là, effectivement, on commence à voir partout dans les eaux que j'ai poussé la structure. Je prends mon curseur chaleur comme ça pour renforcer l'aspect brun de l'eau comme ceci et j'affecte pas du tout le reste de l'image. Vous voyez, on va comparer avant-après. Donc là, c'est un peu terne, hein, la surface de l'eau. Et là, il y a un petit peu plus de texture quand même. Donc ça a beaucoup plus de pêche. Et ensuite, je veux compenser la dominante chaude dans le blanc du bateau. Et bien, je retourne à droite. Je prends un point de contrôle que je vais poser, par exemple, ici. Voilà. Je duplique. Je vais en poser un autre juste au niveau de la cheminée. Je groupe, je retourne dans la section réglage sélectif pour afficher le masque des points de contrôle 6 et 7, donc les deux qui sont actifs ici. Voilà, donc on voit que en blanc, c'est l'endroit du bateau où la correction va être appliquée. Donc je vais peut-être déplacer voilà, le point de contrôle de gauche ici. Je peux réduire un petit peu le diamètre pour cantonner ça au bateau. Et de nouveau, sélectivité des couleurs. Je réduis la tolérance du point de vue du côté luminance. Et on va voir avec chrominance si j'arrive aussi. Alors n'hésitez pas à déplacer les points de contrôle, hein, c'est fait pour. Et si c'est pas suffisant, eh ben vous dupliquez. Vous dupliquez. Par contre, vous faites pas comme j'ai fait avant. Vous n'oubliez pas de grouper. Voilà, comme ceci. Je désactive l'affichage
des masques. Voilà. Et là, je vais tout simplement prendre mon curseur chaleur. Je vais aller vers la gauche pour refroidir. Voilà, je refroidis. Vous voyez, je retrouve du blanc un peu neutre comme ça. Je peux également jouer sur la saturation. Je réduis la saturation. Voilà, et j'augmente un tout petit peu la luminosité du blanc du bateau, voilà, comme ceci. Donc voilà mon bateau traité. Ensuite, je clique sur appliquer et le travail est terminé. Donc on va retourner dans Lightroom et voilà qui clôt un petit peu la démonstration, qui ne clôt pas la démonstration parce que je devais vous montrer ColorFX Pro juste après puisque c'est en 2 étapes. Alors autant pour moi, on attend que l'image revienne dans Lightroom et on va l'envoyer. Donc l'image traitée dans Vivezza, on va l'envoyer dans ColorFX Pro. Donc j'attends juste que de la vignette rafraîchisse ici. Ah voilà. Ah, voilà. Ça lag un petit peu. Alors je vais passer à une autre image et je reviens à mon aspect. Oui, ça lag un petit peu là au niveau de l'affichage dans Lightroom. Pas grave. On va envoyer l'image maintenant dans ColorFX Pro. Donc clic droit, modifier dans ColorFX Pro 4. Donc là, c'est vraiment le cas effectivement où on va cumuler 2 plugins. Donc ici, modifier une copie avec les corrections Lightroom. Donc si je garde cette option, eh bien, je vais générer une nouvelle version de l'image, modifier une copie pareil. Donc ici, je veux tout simplement traiter le TIFF que j'ai créé et que j'ai développé avec Vivezza. Donc je clique sur modifier l'original. Cette fois, rappelez-vous que si on part d'un fichier RAW, ces 2 options, modifier une copie, modifier l'original, ne sont pas disponibles. Là, elles le sont parce que je pars d'un TIFF. Je clique sur modifier. Donc cette image qui a été traitée dans Vivezza part dans ColorFX Pro. Et là, je vais tout simplement appliquer un rendu de film. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ici? Alors, j'ai l'extracteur de détails que je vais désactiver. Donc, voilà mon image telle qu'elle a été traitée dans Vivezza. Et je vais chercher dans Film FX moderne ici, vous voyez, donc les films argentiques, simulation de rendu argentique. Je clique ici et j'avais repéré quelque chose qui me plaît bien, qui me rappelle des souvenirs. Voilà, la Provia 100F. Je clique comme ça, j'applique mon effet, le rendu simulé de la Provia 100F. Alors évidemment, là, à droite, on a le panneau d'outils qui correspond à ce filtre qui s'affiche. Évidemment, je peux le changer de film à ma guise. Je peux jouer sur la luminosité, le contraste. Et si je clique sur détail du film, vous voyez, je peux jouer sur la sensibilité en travaillant sur les différents canaux de couleurs. Vous voyez, ça peut être vraiment des corrections extrêmement pointues, extrêmement complexes. Hein. Si vous savez pas quoi faire pendant cet été, je peux vous dire que vous avez de quoi explorer largement ici. Donc n'hésitez pas. Et moi, ce que je voudrais juste faire, c'est réduire un petit peu le contraste. Je trouve que c'est un peu trop contrasté. J'ai pas souvenir que la Provia était contrastée à ce point-là. Alors pour cela, je vais tout simplement dans la courbe de tonalité, vous voyez, qui est en tête de courbe, les parties blanches de l'image, les parties claires de l'image sont plus lumineuses, les parties sombres en pied de courbe sont vers le bas, donc ça veut dire qu'elles sont plus denses. Et donc moi je vais réduire tout ça. Je saisis le point d'ancrage de la tête de courbe ici et je descends un peu plus vers la ligne médiane et je prends le point d'ancrage ici vers le pied de courbe, donc les parties sombres de l'image, et j'aplatis un petit peu mon contraste comme ceci. Donc vous voyez la différence de contraste aussitôt en manipulant la courbe. Et une fois que c'est terminé, je clique sur enregistrer. Et donc voilà mon image avec une simulation de rendu Provia faite dans ColorFX Pro et cumulée avec les corrections de base faites dans Vivezza. Donc voilà pour cette démonstration et avant de passer à la session des questions-réponses,
Je voulais simplement vous signaler que la collection version 4 est toujours en promotion actuellement à 30%. Donc la promotion a été étendue. Vous avez une version d'essai qui dure 30 jours, sinon, donc n'hésitez pas à télécharger et à l'utiliser avec Photolab, Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements, Affinity Photo. Sachez que le prochain webinaire aura lieu le 27 juillet, donc c'est un mardi à 19 h, et là on va parler de noir et blanc et de SilverFX. Jeudi 5 août, on va parler de photos de paysages traitées avec DxO Photolab et la Nik Collection. Ce sera à 19 h également. Et mardi 17 août, ce sera presque la fin des vacances, hein, je suis désolé de gâcher votre joie, on traitera les fichiers RAW dans DxO Photolab 4 et on verra également comment personnaliser l'espace de travail dans ce logiciel. Donc ces informations sur les futurs webinaires, vous les trouvez via le menu Aide. Vous pouvez accéder au DxO Hub, qui est une nouveauté, et à partir de là, vous pouvez trouver la page avec la liste des webinaires. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ces Nik Collection ce soir, enfin une partie. Donc on a largement débordé sur le temps, je m'en excuse, et je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, très vraisemblablement le 27 juillet, pour parler de SilverFX. Merci.